Chers élèves, bonjour. Nous allons continuer notre cours de géologie de deuxième année baccalauréat PC et SVT, section internationale. Donc, dans une vidéo précédente, nous avons décrit la structure interne de la Terre. Très brièvement, donc, on a dit que la Terre est une planète rocheuse de forme sphérique. Elle est composée de la superficie vers le centre d'une croûte qui est soit une croûte continentale si elle se trouve au niveau des continents ou croûte océanique si elle est au niveau des océans. On constate que la croûte continentale est beaucoup plus épaisse que la croûte océanique. Également, sa densité, la densité de la croûte continentale est inférieure à la densité de la croûte océanique. Ceci est dû à la nature des roches qui forment donc chaque croûte. Cette croûte, qu'elle soit océanique ou continentale, elle est solide. Ensuite, nous avons le manteau qui est subdivisé en manteau supérieur, qui est solide et qui est étroitement attaché à la croûte. Manteau moyen qu'on appelle l'asténosphère, qui lui est ductile. Et enfin, le manteau inférieur. Et enfin, nous avons la troisième partie de la Terre qui est le noyau. Le noyau est subdivisé à son tour en noyau externe et noyau interne qu'on appelle aussi la graine. La croûte plus le manteau supérieur forment ce qu'on appelle la lithosphère. Alors la lithosphère, c'est la croûte plus le manteau supérieur. On parle de lithosphère continentale si elle est formée de la croûte continentale et donc du manteau supérieur qui se trouve en dessous de cette croûte. Et cette lithosphère est dite océanique si elle est formée de la croûte océanique avec bien entendu le manteau supérieur qui se trouve en dessous. On a également parlé de la notion de plaque lithosphérique ou plaque tectonique. On a dit qu'en géologie, on ne parle pas de continent et d'océan, mais plutôt de plaques. Alors, qu'est-ce qu'une plaque? Une plaque est un espace assez large qui peut être formé soit d'une lithosphère continentale avec la partie adjacente de lithosphère océanique, soit une plaque peut être composée à 100% de lithosphère océanique, comme le cas de la plaque de Nazca au niveau de l'océan Pacifique ou de la plaque Pacifique. Donc, ces deux plaques sont composées à 100% de lithosphère océanique et le reste, comme ici la plaque par exemple africaine ou autre plaque, ici la plaque indo-australienne ou la plaque eurasiatique, elles sont formées donc de la lithosphère continentale avec la lithosphère océanique. Nous n'avons pas de plaque à 100% formée de lithosphère continentale. Comment on peut délimiter ces plaques? Ici, donc, la délimitation de ces plaques, ici représentées en rouge, c'est quoi? Ce sont des marges ou des zones actives, c'est-à-dire des zones qui sont très riches en activité sismique et volcanique. Ces plaques ou ces marges, elles peuvent être soit des zones de convergence où je vais avoir un rapprochement entre les plaques, soit une zone de divergence, comme ici, où nous allons avoir un éloignement des plaques, et nous avons des zones de coulissage où nous allons avoir un frottement latéral entre deux plaques tectoniques. Alors, ce qui nous intéresse dans le cours, ce sont les zones de convergence. En effet, lors de la convergence, lors du rapprochement entre deux plaques tectonique, nous allons avoir d'une part la disparition de l'océan qui se trouvait entre ces deux plaques et d'autre part l'orogénèse ou la création de chaînes de montagnes dites chaînes de montagnes récentes. Nous avons trois types de chaînes de montagnes récentes, c'est-à-dire des chaînes de montagnes qui se créent au niveau des zones de convergence entre deux plaques tectoniques. Et cette différence est due vraiment à la lithosphère qui va se rencontrer avec donc l'autre lithosphère de la plaque adjacente. Nous avons des chaînes de montagnes de subduction, des chaînes d'obduction et de chaînes de collision. Donc dans cette vidéo, nous allons parler des chaînes de subduction. La chaîne de subduction la plus connue, c'est la cordillère des Andes. C'est une chaîne qui se trouve ici au niveau de l'Amérique du Sud, donc, et qui s'est formée entre la plaque de Nazca qui est ici
au niveau de l'océan Pacifique et de la plaque de l'Amérique du Sud qui est là. Donc ceci est la côte ouest de l'Amérique du Sud. Cette cordillère des Andes, elle s'étend de la Colombie au nord jusqu'à l'Argentine au sud. Elle forme donc des chaînes de montagnes qui sont très longues. Donc leur longueur, donc, elle est d'environ 7100 km. Leur largeur est entre 200 et 800 km et la hauteur moyenne est d'environ 4000 mètres. Nous avons le plus haut sommet, donc il mesure environ 6960 km. Je viens de dire que cette cordillère des Andes se trouve au niveau de la côte ouest de l'Amérique du Sud. Donc ici, donc c'est une autre photo qui montre vraiment cette cordillère. Ces photos, voilà, donc ils vont vraiment bien montrer l'étendue de cette cordillère des Andes. Maintenant, nous allons essayer d'expliquer comment se forment ces montagnes. Nous avons ici donc un schéma explicatif. Donc j'ai ici en gris, j'ai une croûte continentale. Par exemple, donc la croûte continentale de la plaque de l'Amérique du Sud. Cette croûte continentale, elle est en gris. En bas, j'ai le manteau supérieur qui se trouve en dessous. Donc, ceci est la lithosphère continentale. Cette lithosphère, elle va baigner au-dessus de la sténosphère qui est ductile. De l'autre côté, en rouge, j'ai ma plaque de Nazca, donc qui est formée d'une lithosphère océanique. Donc ici, j'ai ma croûte océanique, plus le manteau qui se trouve en dessous. Donc, ceci est ma lithosphère océanique et elle aussi, elle-même, au niveau, au-dessus donc de la sténosphère qui est ductile. Donc, ici, j'ai une convergence entre une lithosphère continentale et une lithosphère océanique. Donc, suite à cette convergence, à ces mouvements compressifs, ces deux lithosphères vont se rapprocher jusqu'à vraiment se coller entre elles. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la lithosphère océanique va plonger en dessous de la lithosphère continentale. Pourquoi ce mouvement? Ce mouvement est expliqué par la densité. La croûte océanique a une densité plus importante que celle de la croûte continentale. Donc, bien entendu, elle va plonger en dessous de cette croûte continentale. Donc, la croûte continentale est appelée la croûte chevauchante et la croûte océanique est la croûte plongeante ou la plaque plongeante. Donc, ici, j'ai ma plaque plongeante et là, j'ai ma plaque chevauchante. Et donc, la subduction et l'enfoncement du lithosphère océanique sous une lithosphère continentale. Ceci est dû à quoi? D'une part, au mouvement, aux forces compressives, et d'autre part, à la densité qui est plus importante au niveau de ma lithosphère océanique et qui va donc obliger cette lithosphère à plonger sous ma lithosphère continentale. Donc maintenant, quelles sont les choses, quels sont les signes qui vont me montrer que j'ai vraiment une subduction? La première chose, c'est cette zone, cette dépression que j'ai ici. Donc, ceci est appelé une fosse océanique. C'est une dépression qui est due et qui montre vraiment l'endroit de l'enfoncement de la lithosphère océanique. Donc, le premier indice des zones de subduction sont la fosse océanique. Au niveau des cordillères des Andes, j'ai une fosse très importante au niveau du Chili, la fosse du Chili et la fosse du Pérou. Donc, c'est vraiment des zones très marquées qui montrent l'endroit de l'enfouissement de ma lithosphère océanique. Ceci est le premier indice. Autre chose, cette lithosphère océanique, elle se trouvait au niveau des océans. Donc, avec le temps, j'ai des roches sédimentaires qui se sont formées donc
ici, notamment la radiolarite qui est issue des coquilles des animaux. Donc, j'ai des sédiments qui étaient dans la mer au niveau de cette lithosphère océanique. Lors de l'enfouissement de cette lithosphère océanique, ces sédiments vont se balayer et vont s'accumuler au niveau donc de cette fosse ici et ils vont former ce qu'on appelle le prisme d'accrétion. Qu'est-ce que le prisme d'accrétion? Ce sont les sédiments qui se trouvaient au niveau de ma lithosphère océanique et qui se sont balayés suite à son enfoncement et ils se sont accumulés au niveau de ma fosse océanique, formant ce qu'on appelle le prisme d'accrétion. Donc, le deuxième indice, je rappelle, c'est le prisme d'accrétion. Premier indice, la fosse océanique qui montre l'endroit de l'enfouissement de la lithosphère océanique en dessous de la lithosphère continentale. Deuxième indice, c'est le prisme d'accrétion qui est formé des sédiments marins qui se sont accumulés au niveau de cette fosse, au-dessus de cette fosse, suite à leur balayage lors de l'enfouissement de la croûte océanique. Troisième indice maintenant. Au niveau donc, de cette ligne oblique d'enfouissement de ma lithosphère océanique, je vais avoir une activité sismique très importante qui suit vraiment ce plan oblique qu'on appelle le plan de Benioff. Le nom vient donc du physicien donc Wadati Benioff qui est russe et qui a découvert donc cette activité sismique. Donc ici nous avons des foyers sismiques qui vont se regrouper selon un plan oblique et qui est vraiment le plan d'enfouissement de ma lithosphère océanique. Et ils vont être plus importants plus on s'approche du continent. Donc, le troisième indice, ce sont l'activité sismique ou les foyers sismiques qui vont se répartir selon le plan de Benioff, c'est-à-dire le plan oblique qui suit vraiment le passage ou la trajectoire de la plaque plongeante qui est la lithosphère océanique. Quatrième indice, on constate en effet que nous avons une anomalie thermique. Donc, on sait que plus on s'enfonce à l'intérieur de la Terre, plus la température augmente. Mais on constate au niveau de la zone de subduction une diminution anormale de la température. Comment on explique cela? Eh bien, la lithosphère océanique qui a plongé est une lithosphère qui se trouvait sous une quantité d'eau, au niveau des océans, sous une quantité d'eau très importante. Donc, avec le temps géologique, cette lithosphère s'est refroidie. Et donc, lorsqu'on plonge un objet qui est froid au niveau donc, de cette asténosphère, nous allons avoir un refroidissement qui explique donc cette anomalie thermique ou ce refroidissement anormal au niveau de la zone de subduction. Donc, récapitulons. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé de 4 indices révélateurs de la zone de subduction. Premièrement, la fosse océanique. Deuxièmement, le prisme d'accrétion. Troisièmement, l'activité sismique selon le plan oblique qui suit la trajectoire de l'enfoncement de la lithosphère océanique qu'on appelle le plan de Benioff. Quatrième indice, c'est une anomalie thermique ou un refroidissement au niveau de la zone d'enfoncement de ma lithosphère océanique dû vraiment à la nature en fait ou vraiment à cette lithosphère qui est très froide étant donné qu'elle est restée très longtemps au niveau des océans et donc elle a refroidi cet endroit. Jusque maintenant, nous n'avons pas encore parlé des chaînes montagneuses en fin de compte qui nous intéressent. Alors, pour expliquer les zones montagneuses, nous sommes obligés donc de passer au 5e indice de la subduction. Donc ici,
au niveau de ce schéma, donc on me montre la subduction de ma lithosphère océanique sous une lithosphère continentale. Et on constate qu'au niveau, donc ici de la sténosphère, j'ai un volcanisme très important. J'ai une fusion partielle des roches qui forment la sténosphère. Donc je récapitule. Ici, c'est ma croûte continentale, chevauchante, au niveau de ma plaque chevauchante. J'ai le manteau supérieur qui lui est associé. Les deux forment la lithosphère continentale. Et là, j'ai mon asténosphère. Et ici, j'ai ma plaque plongeante avec donc ma croûte océanique, le manteau qui lui est associé. Les deux forment la lithosphère océanique subduite. Et en dessous, j'ai l'asténosphère. Donc ici, au niveau de l'asténosphère qui se trouve au niveau de la plaque chevauchante, je vais avoir une fusion partielle des roches de l'asténosphère qui sont la péridotite. Lors de leur fusion, nous allons donc former un magma. Ce magma va remonter, étant donné qu'il va devenir plus léger, il va remonter vers le haut. Alors, ce magma, il va avoir deux destinées. Soit il va rester bloqué ici, donc plus haut, au niveau du manteau, et il va se refroidir lentement pour donc me donner ce qu'on appelle les granodiorites, c'est-à-dire donc c'est du magma, c'est la péridotite en fusion qui a pris tout son temps pour se refroidir. Donc je vais avoir les granodiorites, ce sont des roches magmatiques plutoniques qui vont avoir une structure qui est grenue, c'est-à-dire des minéraux qui sont de grande taille, qui ont pris tout leur temps pour se refroidir. Et la deuxième destinée, c'est qu'en effet, ce magma, donc, il va monter et il va me donner un volcanisme explosif ici. Et la lave, elle va sortir, elle va se refroidir, elle va se figer et se refroidir rapidement à la surface. Et là, elle va me donner une roche qu'on appelle l'andésite, qui est une roche magmatique, mais dans ce cas qui est volcanique. Et sa structure va être une structure qui est microlithique, étant donné que les minéraux sont de petite taille, puisqu'ils se sont refroidis très rapidement et ils vont ressembler à des allumettes. Donc ce sont les deux types de roches. Et cet andésite qui va me former les chaînes montagneuses qu'on appelle les chaînes de montagne des zones de subduction.